Place au discours d'ouverture. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs discours d'ouverture. La thématique, repenser l'outre-mer dans un monde incertain. Je demande de bien vouloir accueillir pour cette séquence. Il est chroniqueur international au Figaro. Il est journaliste. Il est membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Renaud Girard. Monsieur le Président Issoufou, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les généraux, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, mes chers collègues, chers amis. Alors, pourquoi un monde incertain? Repenser l'outre-mer dans un monde incertain. Eh bien, le monde est incertain parce que par rapport à ce qu'il était, je dirais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on vivait l'époque de la globalisation heureuse. Barack Obama venait d'être élu président des États-Unis. Les pays riches vivaient en harmonie. Ils favorisaient l'économie des émergents et tous partageaient leur volonté, ou affirmaient en tout cas leur volonté d'aider les pays les plus pauvres. Cette époque est révolue parce qu'elle est marquée d'une part par une guerre Russie-Ukraine-OTAN à l'est de l'Europe et un affrontement qualifié de systémique, mais qui est idéologique, technologique, commercial, politique, entre l'Occident, qu'on a vu réunir à Hiroshima tout récemment, représenté par le G7, et la Chine, avec évidemment une alliance entre la Russie et la Chine qui ne cesse de se renforcer. Et dans les institutions, aujourd'hui, nous avons un Conseil de sécurité qui est à nouveau bloqué. Alors, dans ce monde incertain, l'outre-mer, c'est-à-dire l'Afrique, bien sûr, et vous la représentez aujourd'hui, Monsieur le Président, mais aussi l'Indochine, l'Amérique latine, l'Asie centrale, etc., sont en fait des victimes collatérales de ce grand affrontement, donc Russie-Ukraine ou Chine-Amérique, les pays européens ne faisant que suivre l'Amérique dans cette voie. Les autres États du monde, le vaste outre-mer, eh bien, il est une victime collatérale de ce grand affrontement. Alors, et je vais vous en donner un exemple. Le président de l'Union africaine est allé voir au début de la guerre le président Poutine à Moscou pour parler de la sécurité alimentaire, pour alerter le président Poutine sur le fait que le blé qui poussait dans les plaines d'Ukraine et de Russie ne parvenait plus aux pays africains et qui se nourrissaient de ce blé-là. Et je pense que la mission du président Macky Sall, en l'occurrence, a été très utile, puisque ensuite, via le Conseil de sécurité des Nations Unies, on a obtenu un corridor pour les céréales entre Odessa et le Bosphore. Mais l'Afrique, par exemple, a été une victime, comme elle avait été d'ailleurs une victime du temps du Covid, de cet affrontement dont elle n'est pas responsable. Alors, dans cette situation, comment repenser l'outre-mer? Eh bien, c'est un outre-mer, mais vous nous l'expliquerez, Monsieur le Président, qui doit évidemment songer à renforcer son indépendance, à prendre en main davantage encore son destin. Et le premier destin, par exemple, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire de l'Afrique a été mise en danger, premièrement par la crise de Covid, quand toutes les liaisons maritimes ont été quasiment terminées,
et la crise actuelle que nous connaissons en Russie. La sécurité alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire le développement d'une agriculture, d'une autosuffisance. La plupart des pays d'Afrique, par exemple, sont importateurs de produits agricoles. Ça n'a aucun sens, alors que tout pousse en Afrique. J'étais l'autre jour à Brazzaville et il y avait dans l'hôtel, j'ai demandé mais d'où vient la salade? La salade, elle était achetée à Rungis, elle venait directement de Rungis. Évidemment qu'en Afrique, on peut faire pousser de la salade. Et donc cette sécurité alimentaire est très importante. La sécurité alimentaire passe également par la sécurité énergétique pour la chaîne du froid. Et cette sécurité énergétique, et vous nous en parlerez, Monsieur le Président, j'imagine, sur l'exemple du Niger avec l'énergie solaire qu'on peut y faire, cette sécurité énergétique pourrait être bien accrue en Afrique. Je pense par exemple au barrage d'Inga, vous voyez le barrage d'Inga qui est donc en aval de Kinshasa et de Brazzaville, qui pourrait fournir de l'électricité à la totalité de l'Afrique équatoriale et même au-delà, et qui est une installation qui travaille au maximum à 20% de sa capacité énergétique. Pourquoi l'Afrique et pourquoi le monde ne parvient pas, et vous nous l'expliquez, peut-être qu'on nous l'expliquera pendant toute cette session, pourquoi on n'arrive pas à doter l'Afrique de ce très grand barrage hydroélectrique, parce que de la sécurité alimentaire dépend évidemment aussi de la sécurité énergétique et des infrastructures. La sécurité, il y a aussi la sécurité, évidemment, c'est un thème de ce monde, de ce vaste outre-mer, c'est le problème de la démographie. La démographie, on va en parler tout au long, c'est que à l'indépendance du Kenya, le Kenya avait autant d'habitants que la Hongrie, c'est-à-dire à peu près 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Hongrie a 10 millions d'habitants et le Kenya a 50 millions d'habitants. Donc il y a une explosion démographique en Afrique qui fait exploser les villes, qui fait que même l'accroissement des richesses nationales ne parvient pas à compenser cette explosion démographique. Et donc se pose la question du planning familial dans les vastes sociétés d'outre-mer. J'imagine, Monsieur le Président, que vous nous en direz un mot, parce que ces pressions démographiques, notamment dans les milieux ruraux, il n'y a pas assez de terre pour tout le monde, poussent à une immigration dangereuse et chaotique. On pense à tous ces noyés en mer de Méditerranée, tous ces gens qui se déracinent pour essayer d'aller trouver un Eldorado assez illusoire, en Europe. L'autre question évidemment importante aussi, c'est le contrôle par le vaste outre-mer, et nous en parlerons, j'imagine, des ressources, de ses propres ressources, des ressources minières et des ressources aussi halieutiques. L'Afrique est bordée de mers et d'océans, et il y a évidemment énormément de surpêche, notamment de navires venus de très loin, je pense à la Chine, qui en fait pillent les richesses de l'Afrique, et c'est un thème que évidemment il faudra aborder, conserver les ressources halieutiques. Il y a aussi toute la thématique, j'imagine que vous en parlerez, du réchauffement climatique et du combat du réchauffement climatique, avec cette nouvelle ressource qui est ouverte aux pays africains, c'est-à-dire la capture du CO2, et tous les projets qu'on a aujourd'hui de capture de carbone, parce que l'Afrique peut devenir
avec des vastes installations, les mangroves par exemple, avec le développement des mangroves, des grandes installations de capture de CO2, et donc l'Afrique peut se reforester et vendre ses droits carbone, c'est déjà commencé d'ailleurs, aux sociétés européennes. Et enfin, et je vais conclure là-dessus, il y a évidemment la sécurité des frontières, la sécurité des populations. Nous avons, Monsieur le Président, vous allez nous en parler, au Sahel, une situation sécuritaire extrêmement dégradée. Force est de constater que la dégradation de cette sécurité dans le Sahel s'est beaucoup accrue après une intervention dite humanitaire française en Libye, que je qualifierais ici de plus grave erreur de politique étrangère de la Ve République, où nous avons en fait détruit un pays qui marchait peut-être pas bien, c'était peut-être pas la Suède, mais ça marchait quand même, la Libye, et nous avons mis le chaos dans tout le Sahel. Et nous avons dû d'ailleurs, ensuite, vous nous en parlerez sans doute, nous avons dû ensuite faire une autre guerre qui a commencé en 2013 pour essayer de réparer les conséquences de notre première guerre de 2011. Nous n'y sommes pas arrivés. Et aujourd'hui, le djihadisme descend jusque presque Ouagadougou, est descendu partout, et certains États africains se précipitent avec beaucoup d'illusions sur Wagner, parce que Wagner est une entreprise de prédation et ne va certainement pas leur accorder la sécurité de manière désintéressée. Mais je parle de ça parce que c'est une académie des sciences d'outre-mer qui est située à Paris, donc en Europe, la capitale qui a décidé de cette intervention militaire, pour toutes les meilleures raisons du monde, évidemment, et qui a créé un immense chaos dans votre région, Monsieur le Président, mais je me souviens que vous aviez lancé un appel solennel. Vous n'étiez pas le seul, il y avait le ministre des Affaires étrangères Frattini aussi, avertissant des dangers de cette expédition militaire occidentale en Libye. Les faits vous ont totalement donné raison. Je ne sais pas si ça fait plaisir d'avoir raison ou si on porte plutôt un regard consterné sur la situation qui a été créée par cette intervention occidentale. Donc le problème de la sécurité, et le problème de la sécurité, c'est les sécurités des frontières, donc face évidemment au djihadisme, il y a aussi, et au trafic, parce que évidemment le djihadisme s'alimente des trafics, mais il y a aussi évidemment la question de la sécurité intérieure, c'est-à-dire de l'état de droit. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous passer la parole, Monsieur le Président, parce que vous êtes le premier président francophone à avoir reçu le prix Mo Ibrahim pour le maintien de l'état de droit. Tout votre entourage disait la situation est grave, il faut que vous restiez, Monsieur le Président, à un troisième mandat. Et non, vous avez préféré privilégier l'état de droit. C'est tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé au Niger, nous avons un état de droit qui ne cesse de progresser au Niger. Et évidemment, sans état de droit, vous ne pouvez pas avoir d'investissement intérieur ou extérieur, et sans investissement, vous ne pouvez pas avoir de développement. Donc je pense que vous êtes aujourd'hui, Monsieur le Président, le mieux placé pour nous expliquer comment, dans ce monde incertain, l'Afrique, puisque vous la représentez ici, et le vaste outre-mer peut relever les défis. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir à notre centenaire.
Son Excellence Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Monsieur le Premier ministre du Congo, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, voilà un siècle que l'Académie des sciences d'outre-mer, laboratoire intellectuel et institut d'idées, s'attelle à mettre en œuvre sa devise, constituée des 4 verbes lancés le 18 mai 1923, ici à la Sorbonne, par son premier secrétaire perpétuel, Paul Bourdari. Je cite, « Savoir, comprendre, respecter, aimer ». Cette devise est loin d'avoir vieilli. Elle est toujours d'actualité. Elle peut nous servir de clé de lecture du monde incertain que nous vivons, un monde secoué par une crise de valeurs sans précédent, un monde qui a retrouvé le niveau des inégalités d'il y a un siècle, un monde globalement plus riche, mais où la moitié de l'humanité vit en dessous du seuil de pauvreté, un monde caractérisé par la violence, par des pénuries, par des poussées inflationnistes, par la montée du populisme et du racisme. Le retour de la guerre en Europe avec le conflit russo-ukrainien et de manière générale l'existence de tensions géopolitiques accompagnées de l'émergence de nouveaux rapports de force entre États d'une part, entre États et acteurs non étatiques d'autre part, est une autre caractéristique de notre époque. Parmi les acteurs non étatiques, on peut citer notamment les multinationales, dont la capacité de mobilisation sur le plan économique dépasse celle des États, et les organisations terroristes et criminelles qui contestent aux États le monopole de la violence légitime. S'agissant des États, leur rivalité dans la quête de puissance reste la base des relations internationales, confirmant ainsi chaque jour qu'ils n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Du reste, n'est-ce pas pour cette raison qu'il est difficile de construire des solidarités, que le multilatéralisme a toujours été plus un outil de négociation instrumentalisé, comme le montrent les interventions en Irak et en Libye, qu'un projet de pacification des relations internationales par la coopération. Pourtant, celle-ci est rendue indispensable par les menaces à la paix et à la sécurité internationale, par les risques de pandémie comme la Covid-19 ou par les turbulences écologiques. Malheureusement, en lieu et place d'un multilatéralisme capable de prendre en charge la gestion des biens publics mondiaux, de promouvoir une gouvernance politique et économique mondiale plus démocratique, le monde s'oriente vers la multipolarité avec un basculement progressif de son centre de gravité. D'aucuns pensent que la Covid-19 a accéléré ce basculement, cette recomposition de la hiérarchie des puissances, occupant ainsi, d'après certains spécialistes, dans l'histoire,
une place équivalente à celle des Première et Deuxième Guerres mondiales ou de la chute du mur de Berlin. Celle-ci, la chute du mur de Berlin, a même fait croire, on s'en souvient, à la fin de l'histoire, comme au terme de la bataille d'Iéna en 1806, Hegel, observant de sa fenêtre le défilé des troupes victorieuses de Napoléon Ier, conclut que cet événement, conduisant au triomphe d'un nouvel ordre politique, celui de la Révolution française, constitue le terme de l'histoire. Nous savons maintenant qu'il n'en était rien. L'histoire n'a pas de fin. Le temps des crises revient, bouleversant nos certitudes. Parmi ces bouleversements, on note le glissement d'une économie dominée par le pétrole vers une économie dominée par le numérique. En effet, la capitalisation boursière des 7 majors du numérique, estimée à plus de 7 000 milliards de dollars, est environ 3 fois supérieure à celle des 6 premières compagnies pétrolières mondiales, estimées à un peu moins de 2 500 milliards de dollars. Cela donne une idée de ce que sera l'intelligence artificielle, ce nouvel outil de puissance qui finira par tout contrôler, nos cerveaux compris. Parmi ces bouleversements, il y a le changement climatique. Comme nous le rappelle le dernier rapport du groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Tout cela rend notre monde plus incertain. Mesdames et messieurs, en réalité, le monde, quelle que soit l'époque, n'a jamais été certain. Nous ne disposons d'aucune boule de cristal pour prévoir l'avenir avec certitude, surtout que les hommes n'ont jamais compris. Je cite, « n'ont jamais compris que nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. » Cette réflexion de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes nous indique la direction vers laquelle nous devons aller. Lorsque les temps sont difficiles, il est tentant pour certains capitaines de se contenter de caboter le long du rivage, au jour le jour. Ceux-là, tôt ou tard, rencontreront les récifs et courront le risque de se fracasser sur eux. Et puis, il y a ceux qui relèvent le défi de prendre le large parce qu'ils ont un cap et une boussole. Ceux-ci sont bien placés pour faire de grandes découvertes. Permettez-moi de prendre l'exemple de l'Afrique. L'Afrique confrontée à de graves défis institutionnels, sécuritaires, climatiques, démographiques, humanitaires, migratoires, défis de la pauvreté et des inégalités. Le recul démocratique illustré par le retour des coups d'État dont on considérait l'ère comme définitivement révolue, la persistance de la crise libyenne et la nouvelle crise au Soudan, le développement des menaces terroristes et criminelles dans le Sahel, le bassin du lac Tchad et le golfe de Guinée, la crise des Grands Lacs, le développement des phénomènes extrêmes de sécheresse et d'inondation, les difficultés à amorcer la transition démographique et le déplacement massif des populations, migrants, déplacés internes, réfugiés, sont autant de manifestations de ces défis complexes et entrelacés. Oui, vraiment entrelacés, comme sont entrelacés la sécurité et le développement, comme sont entrelacés le climat, la pauvreté, le terrorisme et le crime organisé. Face à ces défis, l'Afrique a décidé de prendre le large, de se fixer un cap,
En effet, elle a une vision, celle de l'agenda 2063, l'agenda de l'Afrique que nous voulons, une Afrique en paix, unie, prospère, dirigée par ses propres enfants, une Afrique qui compte dans le concert des nations. Cette vision est accompagnée par la définition d'objectifs et projets phares, comme faire taire les armes, comme la zone de libre-échange continentale africaine, le plan de développement des infrastructures en Afrique, le plan détaillé du développement de l'agriculture en Afrique, la grande muraille verte, le plan du développement industriel de l'Afrique, la vision minière africaine. En d'autres termes, il s'agit de réaliser les 3D, démocratie, défense, développement. Dans cette perspective, le rôle de l'État est déterminant. Contrairement à ce que préconisait la thérapie des programmes d'ajustement structurel des années 1980 et 1990, nous avons besoin d'un État stratège, d'institutions démocratiques fortes et stables, car des institutions faibles, parce que mal respectées ou corrompues, ne sont pas à mesure de relever les défis d'une telle ampleur. La participation des citoyens à la désignation de leurs dirigeants et au choix de leur avenir, notamment grâce à des élections libres et équitables, est donc essentielle pour garantir la sécurité humaine et le développement économique, social, environnemental et culturel. Créer et garantir de telles institutions est une obligation absolue. Il s'agit de respecter ceux qui nous ont précédés et de protéger ceux qui nous succéderont. J'insiste sur ce point car, comme l'a écrit l'un de nos hommes de culture, Boubou Amma, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, je cite, « Aujourd'hui n'épuise pas demain ». Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'Afrique ne représente que 1% et 4% respectivement de la production mondiale et du commerce mondial. L'essentiel de ces exportations porte sur les matières premières. En dépit des handicaps actuels, j'en suis convaincu, elle sera la nouvelle frontière mondiale du développement, notamment du développement industriel. Elle en a tous les atouts. La jeunesse de sa population, c'est-à-dire un actif démographique qu'on peut transformer en dividende économique, notamment par l'éducation et la formation. Sa dotation en ressources agricoles, avec 60% des terres arables du monde non encore mises en valeur, 30% du potentiel hydroélectrique mondial. Tout à l'heure, on parlait du Congo et du barrage d'Inga. D'immenses ressources en énergie solaire, en métaux et terres rares, nécessaires à la transition énergétique. Pour citer un exemple, la République démocratique du Congo et la Zambie totalisent à elles seules 80% des réserves mondiales du cobalt. Or, on sait que le cobalt est nécessaire effectivement pour la transition énergétique. L'Afrique a donc le potentiel de son émergence. Cela nécessitera des investissements massifs dont la mobilisation est rendue encore plus difficile dans le contexte inflationniste actuel qui amène les banques centrales à mettre en place un resserrement des politiques monétaires rendant les coûts du crédit à l'économie plus élevés. Armé de la vision de l'agenda 2063, j'ai la ferme conviction que notre continent finira par surmonter toutes ces difficultés. Des décennies d'efforts sont nécessaires, mais cela est possible. J'en ai la conviction après mes 10 ans de présidence, au cours desquels j'ai mis en œuvre le programme de renaissance du Niger. Il s'agit d'un programme aligné sur l'agenda 2063 qui a permis d'amorcer la transformation du pays dans tous les domaines
politique, sécuritaire, économique, social et environnemental. Sur le plan politique, nous avons renforcé la démocratie en réalisant la première alternance démocratique de l'histoire du pays. Sur le plan sécuritaire, le Niger est un des pays les plus résilients, dans une région où le terrorisme et le crime organisé sèment le chaos. Sur le plan économique, nous avons réalisé sur 10 ans, en dépit de la Covid-19, une croissance économique annuelle moyenne de 6% et réduit la pauvreté de 8 points de pourcentage. Sur le plan social, nous avons notamment promu l'éducation, ce qui contribue à redéfinir la place de la femme dans la société. Nous avons accru les moyens consacrés à la santé et pris à bras le corps le défi de la transition démographique. Le Niger est aujourd'hui sur la bonne voie. Il est un des flambeaux dont la flamme éclaire notre continent. Ce qui s'y passe suscite l'espoir. Au-delà du Niger, la globalisation de la lutte à l'échelle de l'ensemble du continent nous permet de globaliser l'espoir. En 1962, il y a 70 ans, l'agronome René Dumont publiait « L'Afrique est mal partie ». Ce livre avait suscité de vives controverses de part et d'autre de la Méditerranée. Mais l'Afrique a changé et l'Afrique ne cesse de se transformer. Ma conviction est que l'énergie et la créativité de sa jeunesse, ainsi que son potentiel en ressources naturelles, lui ouvrent un avenir radieux dans un monde où les défis sont nombreux et complexes. Joyeux centenaire à l'Académie des sciences d'outre-mer. Je vous remercie. Merci à Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je retiens quelques phrases comme « l'histoire n'a pas de fin ». Je retiens encore « le monde n'a jamais été incertain ». Je retiens aussi « les hommes n'ont jamais pu comprendre qu'ils faisaient partie de l'équipage d'un même navire ». Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots.